Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan lecture du mois d'octobre. Vous savez, j'essaye d'un peu varier les plaisirs, j'ai fait une première partie en mode tier list, et je vais faire une deuxième partie en mode top flop. Au menu du jour, 12 mangas qui seront placés de la 12e place à la première place. C'est parti. À la 12e place, on retrouve un auteur que j'aime particulièrement, mais qui ne m'a pas convaincu avec ce tome-là. Je savais, j'en avais déjà entendu des avis un peu mitigés, je me suis dit, bon, mais moi j'aime beaucoup cet auteur, donc peut-être que je vais être convaincu. Non, c'est donc Palais Poli de Usamaru Furuya aux éditions IMHO. J'ai pas été convaincu. Honnêtement, en fait, c'est une suite d'histoires courtes sur un thème, plein de thèmes différents. On va dire qu'il s'est un petit peu lâché, il a mis son cerveau en roue libre et ça se voit. En fait, c'est énormément d'histoires courtes. Alors, je crois qu'il y a vraiment énormément de références dans ce manga et ça se ressent, mais quand on n'a pas ces références, justement, alors j'essaye d'éviter de vous montrer des plages où il y a du nu parce que c'est un peu le style d'Usamaru Furuya et il y en a aussi dans Palais Poli. Mais voilà, c'est un auteur que j'adore, mais Palais Poli ça n'a pas fonctionné sur moi. C'est trop perché pour le coup. C'est dommage parce que je me suis dit, allez, celui-ci je vais accrocher. Il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup la couverture avec ses ailes brillantes, là je la trouve très très belle. Mais non, ça n'a pas fait le travail. Donc malheureusement, ça se classe à la 12e place. Et pour le coup, c'est un manga par lequel je n'ai pas été convaincu. Je vais le garder parce que je compte faire le full set de Samaru Furuya. D'ailleurs, il y aura la prochaine vidéo qui sera sur mes full sets par auteur, justement, et les full sets que je veux. On va en parler bientôt, mais celui-ci, c'est un non pour moi. À la 11e place, j'ai pas de tomes à vous présenter parce que je ne les ai pas. En fait, j'ai triché un petit peu pour une fois. Vous savez, j'ai vendu les Tokyo Revengers il y a pas longtemps, mais j'étais quand même curieux de savoir la fin, donc j'ai lu du tome 27 à 31. Oui, parce qu'il y a 31 tomes dans Tokyo Revengers, Adrien. Et ça conforte le fait que j'ai vendu cette série. Pour moi, c'est trop de facilité scénaristique, trop d'évidence, trop de choses au final un petit peu tirées par les cheveux, mais à la fois un peu simplistes. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi à la fin de Tokyo Revengers. Je trouve que l'émotion ne passe pas, rien ne passe plus en fait. Il y a trop de personnages pour lesquels on n'a pas eu le temps de créer un affect en fait. C'est-à-dire que dans chaque arc de Tokyo Revengers, on nous présente moult et moult nouveaux personnages, mais au bout d'un moment, quand ils sont arrivés dans des arcs un petit peu trop tard, on a eu du mal à s'attacher à eux. On a du mal à les reconnaître aussi entre eux des fois. Et c'est un petit peu ce qui se passe à la fin, c'est qu'on a toute une multitude de personnages, certains qui meurent, certains qui survivent, etc. On a du mal à avoir des émotions, on a du mal à être triste ou être content pour tel et tel perso. On a du mal à se réjouir aussi de la fin, puisque pour moi le dernier arc était un petit peu de trop. Alors certes, on nous explique un petit peu des choses qu'on voulait savoir depuis le début, notamment sur le voyage dans le temps, mais pour moi ça ne suffit pas. Et ça fait que Tokyo Revengers, en tout cas ce dernier tiers, est très décevant et c'est dommage pour une série que j'avais beaucoup appréciée dans ses 20 premiers tomes, mais qui se gâche totalement dans son tome 20 au tome 31. Ça se confirme avec ce tome 27 à 31, et c'est pour ça que ça se classe à la 11e place de ce top-là. 10e place pour Tsugai, le tome 2 chez Kurokawa, donc une série de Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist. J'avais bien aimé le tome 1, surtout que c'est un manga que j'attendais beaucoup, j'aime beaucoup cette autrice, mais j'ai du mal à être convaincu, honnêtement. Ce tome 2 m'a beaucoup moins convaincu que le tome 1, et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire en fait. Alors je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup de séries en ce moment et que celle-ci est forcément en dessous, mais qu'elle est pas mauvaise. Attention, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais ça fonctionne pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je dis pas que je vais l'arrêter, mais je dis que on va voir le tome 3, et le tome 3 va peut-être être décisif sur le fait que je continue ou pas la série, que je la vende ou pas. En tout cas, là, de ce qui s'est passé dans ce tome-là, je suis toujours pas très convaincu, et je sais que c'est le cas de pas mal de monde. Y en a qui ont été convaincus par ce tome 2. Moi, c'est pas mon cas malheureusement, donc à voir le tome 3. Il va être décisif. 9ème place seulement, mais j'ai été agréablement surpris par Sanji's Food Wars, qui est sorti en même temps que le tome 105 de One Piece, et donc que j'ai acheté lors de la nuit de One Piece. À la base, je comptais pas l'acheter. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion de découvrir un petit peu cet univers de Food Wars que je connais pas du tout. Et à la sauce One Piece, ça marche très bien. Moi, j'ai quand même bien aimé ce tome. Je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, je vais pas dire que c'est un incontournable, mais pour les fans de One Piece, je trouve que ça passe plutôt bien. Ça nous permet de retourner un petit peu dans l'univers du Bharati, de retrouver plein de personnages. C'est vraiment pour les fans, honnêtement. Mais ça fait son taf, ça fait son travail. Voilà, il y a rien à dire de plus sur Sanji's Food Wars, hormis le fait que c'est vraiment bien fait. Et c'est un bon complément à ce que souhaite un fan de One Piece en fait, si on veut se concentrer un petit peu sur
l'univers de la bouffe dans One Piece et de Sanji. Bah, c'est un bon one-shot et ça fait bien le travail. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de One Piece ou si vous êtes fan de Food Wars, un bon petit tome. On continue avec du One Piece à la 8ème place avec One Piece épisode A, tome 2. Donc dans ce tome, on continue la suite des aventures de Ace, et notamment sa rencontre avec des personnages comme Barbe Noire, Barbe Blanche, etc. Toujours avec des dessins vraiment très très beaux de la part de Boichi. Ça fait vraiment très 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 bien le travail. On a un niveau de détail sur la mer, sur les personnages, qui est très appréciable. Voilà, c'est ce genre de planche, ça fait quand même plaisir. Je trouve que ça passe bien, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de background sur un personnage comme Ace, qui en a un petit peu dans One Piece, mais pour qui on en demande un peu plus, hein, forcément, puisque c'est quand même un des personnages favoris des fans. Ça fait quand même du bien d'avoir ce genre de tome, mais j'aime bien cette histoire de Ace. J'aime moins le fait qu'il revisite certains passages, notamment le combat Nami contre Khalifa. Alors déjà, c'est pas un combat que je trouve absolument génial dans One Piece. Le remixer juste pour faire du fan service, on voit que c'est la touche un petit peu Boichi. Alors ça, j'aime un petit peu moins, mais bon, ça fait quand même le travail. J'ai quand même bien aimé dans l'ensemble, mais ça a fait plaisir de voir One Piece dessiné par quelqu'un d'autre et surtout un dessinateur de talent comme Boichi. Une série qui était en sursis avec ce 11e tome, c'était décisif sur le fait que je continue ou pas la série. Et vu que ça se classe à la 7ème place, ça veut dire que j'ai quand même bien aimé. Ce tome m'a fait du bien. Tome 11 de Spy X Family. Alors j'ai pas pris le collector parce que 40€, faut pas abuser. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'ai bien aimé cette intrigue dans le bus. J'ai trouvé ça marrant, ça détend un petit peu, ça change un petit peu des lectures un peu plus sérieuses que j'avais ces temps-ci, un peu plus dark. Un petit peu de Spy X Family, au final ça fait du bien. Je pense qu'à un moment il y en a peut-être un peu trop qui sont sortis où j'ai trop lu d'un coup, plus vu l'anime en même temps, je pense que j'ai fait une overdose. Là, de pas en avoir eu depuis un moment, d'avoir arrêté totalement l'animé, bah, ça m'a fait du bien et ce tome 11 est arrivé à point nommé. Donc plutôt agréablement surpris par Spy X Family, ce tome 11. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu Spy X Family, c'est quand même une bonne série, c'est plutôt marrant. Il y a eu un petit creux dans la vague pour moi sur les 3-4 derniers tomes, voire un peu plus. Mais avec ce tome 11, j'ai l'impression qu'on repart sur des bonnes bases, donc tant mieux et que ça continue comme ça. Si j'ai une voix un petit peu nasale, c'est normal, je suis en plein Covid. Là, je suis en train d'être rétabli, hein, mais c'est juste pour que vous sachiez, si j'ai une gueule un petit peu fatiguée et une voix un petit peu qui parle du nez, c'est normal, je suis enrhumé, je tousse, le Covid quoi. 6ème place pour une série de chez Mangetsu, Pumpkin Night, tome 1. Je comptais pas forcément prendre ce tome à la base, mais j'ai été convaincu par la couverture, j'ai été convaincu en feuilletant un petit peu les pages en librairie, et donc je l'ai pris, je me suis dit c'est le thème, c'est Halloween, on va se lire un petit manga un petit peu gore, un petit peu horreur. Alors c'est beaucoup plus gore que horreur, il y a un petit peu d'horreur, mais c'est beaucoup plus dans le gore facile, mais ça a bien marché sur moi. J'ai trouvé les dessins assez convaincants, j'ai trouvé l'ambiance plutôt sympa, même si c'est que du gore, hein, c'est cette tête de citrouille qui va vouloir tuer pas mal de monde, mais ça passe bien, j'ai hâte de voir la suite. Je trouve que c'est plutôt efficace comme série. Il n'y a pas énormément de scénarios, il n'y a pas énormément d'intrigues autour de tout ça. On sent que ça c'est amené à évoluer quand même, mais dans ce tome 1, on nous présente surtout ce personnage-là qui a envie de se venger, qui a vraiment envie de se venger, et ça se ressent, et il y en a qui le ressentent, et même qui ne ressentent plus rien après ça, puisque elle les tue. Donc, je vous le conseille, si vous avez envie d'un manga un petit peu gore, un petit peu what the fuck, Pumpkin Night, c'est la bonne pioche. À la 5ème place, une série qui continue de me surprendre, Manchuria Opium Squad. Et pourtant, comme beaucoup, il y a un moment où j'en avais un petit peu marre de Manchuria Opium Squad. Puis j'ai tout relu. Et depuis, j'aime vraiment beaucoup cette série. J'avais vraiment beaucoup aimé au début. Il y a eu un petit creux. Et maintenant, je la re-aime beaucoup. Et ça s'explique par, je trouve, sa principale qualité, c'est le traitement de ses personnages. C'est-à-dire qu'elle va nous introduire pas mal de personnages, mais pas trop non plus. Ils vont tous avoir un background, ils vont tous avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Et à chaque nouveau personnage, je le trouve bien présenté, bien introduit, avec un bon background. Donc ça, j'aime beaucoup. Par exemple, là, on a introduit un nouveau personnage. Ben, on va bien nous l'amener, on va pas nous le balancer comme ça directement. Il va faire son entrée petit à petit. Et c'est un petit peu pareil pour les membres qui composent l'équipe
principal du héros, c'est que petit à petit ils se développent, mais on ne les perd pas de vue, c'est-à-dire on se dit pas ils sont dans l'équipe, on va le laisser un petit peu de côté maintenant qu'on sait qu'il est dans l'équipe. Non, chacun va, dans chaque mission, va avoir un rôle à jouer, et ça j'aime beaucoup. Je suis toujours aussi fan des dessins, je les trouve toujours très efficaces. L'ambiance est vraiment sympa aussi, les méchants ont quand même de la gueule. Et voilà, en bref, Manchuria Opium Squad, c'est vraiment un très bon manga, et le 11e tome n'échappe pas à la règle. 4ème place pour The Big Wall aux éditions Paulsen. Alors c'est le premier manga de ces éditions. Ils font d'autres choses, je crois qu'ils font des romans, des BD, etc. Mais c'est la première fois qu'ils se lancent dans le manga, et c'est plutôt réussi avec The Big Wall. Alors moi j'aime beaucoup le thème de l'alpinisme, et on a encore un énième manga sur l'alpinisme, mais encore une fois, c'est très bien traité, c'est très bien dessiné, et c'est super intéressant, c'est toujours bien abordé, je trouve, l'albinisme dans le manga. Et là c'est un one shot, donc 7 histoires courtes qui vont nous parler de ce personnage, donc Yasushi Senju, qui est en gros un guide de haute montagne, qui est aussi peintre et alpiniste en gros, et il va nous amener forcément dans les plus hauts sommets, dans les plus dangereux, avec tous les risques que ça comporte, tous les dangers que ça comporte. Et c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi bien traité, et ça fait plaisir d'avoir encore un one shot, encore une histoire sur l'alpinisme, parce que je trouve que c'est un sujet auquel le manga, ce support du manga, se prête très bien. Et quand on a des bons dessinateurs, quand on a des bons scénaristes, en plus de ça, bah, ça fait plaisir pour les yeux, pour tout en fait. Donc très bon travail des éditions Paulsen d'avoir ramené ce manga en France. En plus c'est par l'auteur de 17 ans, une chronique du mal, aux éditions Naban, et c'est aussi par Kunihiko Yokomizo, qui je crois a participé à Golgo 13, donc un des mangas les plus longs du Japon, qui fait plus de 200 tomes, je crois qu'il est encore en cours. Donc voilà, c'est quand même une association qui a bien marché sur The Big Wall, et j'ai hâte de savoir ce que vont publier les éditions Paulsen par la suite. Alors petit bémol, j'ai trouvé l'édition assez chère, on est sur du 20€ pour quelque chose qui est en format souple, donc pas cartonné. C'est certes, les pages sont de qualité, on a un bon ancrage, etc. Mais je trouve ça quand même un peu cher pour combien de pages 250 pages, on va dire. Ouais, 250, ouais. 250 pages, pas cartonné, un petit peu cher. Donc à voir ce qu'ils pratiquent comme prix par la suite. Mais en tout cas, c'est quand même, si vous aimez l'alpinisme, si vous aimez ce thème, surtout dans le manga, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est un très bon tome. On commence le podium à la 3ème place avec Mazarian de chez Naban Edition, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. C'est en 3 tomes, donc c'est terminé en 3 tomes, et ça va nous parler de ce personnage et de ce personnage aussi, qui sont dans un monde où il existe des distorsions. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans une distorsion avec quelqu'un d'autre, que ce soit un animal, un objet, etc., il va se retrouver fusionné. Donc une distorsion, ça ressemble à ça. Et on va voir que le personnage qui à la base était un homme, hop, ce personnage, on voit là qu'il est en train de caresser un chat, on se dit, on sent vers où ça tend, et forcément, après la distorsion, ça devient un homme-chat, et on va avoir plein de cas de distorsion comme ça, on va essayer de comprendre comment se défaire de ce maléfice, et comment avance l'histoire justement par rapport à ça. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien dessiné, très bien réalisé. Ça fait très bien le travail pendant les 3 tomes. Donc je vous conseille vraiment vivement Mazarian. C'est une très bonne série de chez Naban Edition. Merci à eux de l'avoir édité. Je trouve que c'est une série dont on parle pas assez, alors que c'est vraiment une série de qualité. Ça passe très bien, ça se prend pas la tête, mais c'est très efficace. Seconde place pour le tome 7 de Neon Genesis Evangelion. Et voilà, c'est la fin de Evangelion. Moi je l'ai découvert avec cette parfaite édition de chez Glénat. Merci à eux d'ailleurs pour cette édition que j'ai trouvée très belle, très agréable à lire. Et l'aventure se termine. La conclusion est très belle, est très satisfaisante. Les dessins sont toujours au top avec ces pages couleurs qui nous régalent. Et bah, ça fait peine hein, que l'aventure s'arrête, parce que bah, ça fait quand même un petit moment que cette perfecte édition a commencé à sortir. Et moi je prenais vraiment du plaisir à chaque tome qui sortait, à chaque tome qui paraissait. À chaque fois je me disais, bon allez, celui-là je le lis pas, j'attends le prochain. Puis finalement j'avais trop du mal à attendre. Donc forcément je lisais au fil de la sortie des tomes,
et c'est très bien passé. Je vous montre pas plus d'images pour pas vous spoiler, mais je vous conseille vraiment Neon Genesis Evangelion dans cette perfecte édition. Si vous l'avez pas encore lu, c'est un très très bon manga que je vais me faire un plaisir de relire et de relire, puisque c'est ce genre de série qui se relit très bien. Il n'y a pas énormément de texte, il y a des très beaux dessins, et ça se lit plutôt rapidement, plutôt avec fluidité. Faut relire plusieurs fois peut-être certains passages pour bien tout comprendre, mais ça passe très très bien. C'est sur de la science-fiction, c'est sur des robots. C'est pas forcément mes thèmes de prédilection, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien traités dans ce manga. Première place pour le tome 11 de Made in Abyss. D'habitude, je n'osais pas le mettre si haut dans les classements, même si j'adore ce manga, c'est un de mes mangas préférés. Parce que avant, quand on soulevait les couvertures, il y avait des trucs chelous. Là, c'est plus le cas. Maintenant, le dessous de couverture correspond à la cover. Hop, c'est la même image. Et ça, c'est très bien. Avant, il y avait vraiment des trucs chelous et j'étais pas d'accord avec ça. Malgré le fait que le manga soit très bon, malgré le fait que l'animé soit très bon, que la bande originale de l'animé est très bonne également. Mais ça me freinait un peu pour en parler plus. Maintenant que ça s'est mis de côté, bah, ça fait plaisir et ça nous permet d'apprécier encore plus ce manga avec ce très très sombre, très particulier qu'on retrouve dans assez peu de mangas. Là, ce tome 11, je l'ai trouvé très très bon parce que on dépasse enfin là où on était arrivé l'animé, donc la saison 2 ou la saison 3 si on prend en compte les films. Et ça fait plaisir de voir un nouvel arc qui commence, surtout qu'il a l'air très très bon, ce nouvel arc. On nous introduit des persos qui ont l'air bien badass et qui vont donner du fil à retordre, je pense, à nos héros. Ou qui vont les aider, on sait pas, on sait jamais trop dans Made in Abyss, puisque malgré ces très enfantins, ces couvertures très colorées, c'est très dark. Made in Abyss, c'est un des mangas les plus dark que je lis, en tout cas qui existe. Et on sait jamais ce qui peut leur arriver, il leur arrive souvent des malheurs, parfois un petit peu aussi des bonheurs, hein, mais c'est plus souvent des malheurs. Mais en tout cas, ce tome 11 était très très bon, et c'est pour ça qu'il se classe en tête de mon top flop ce mois-ci. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format top flop, si vous avez des suggestions pour que je l'améliore. Je suis toujours à l'écoute vraiment de vos suggestions, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire votre top flop à vous du mois d'octobre ou de vos lectures actuelles. En attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus. Ciao.